Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler de la jeune fille, qui est devenue la première favorite du roi de France. Charles VII vit Agnès pour la première fois en 1443 et fut émerveillé par la beauté de la jeune femme. Elle avait des cheveux d'or, de grands yeux bleus et une silhouette magnifique. Il n'est pas étonnant que le monarque, qui n'était pas toujours fidèle à sa cousine Marie d'Anjou, femme obéissante, pieuse et peu séduisante, se soit rapidement entiché de la demoiselle d'honneur. C'est le coup de foudre, du moins pour lui. Charles VII avait déjà eu de nombreuses liaisons, mais elles n'étaient jamais sérieuses, et ne signifiaient rien pour lui. On ne sait pas exactement quand le roi et Agnès ont cédé à leur passion, mais il est clair que la différence de 20 ans entre eux n'a pas été un obstacle. On peut dire qu'à cette époque, aucune femme ne pouvait rejeter le roi, mais Agnès et Charles ont développé de forts sentiments mutuels. Le roi n'était pas un homme qui pouvait susciter des fantasmes chez les jeunes filles. Son seul attrait était sa couronne. Petit et maigre, il portait des tuniques très doublées pour cacher sa poitrine creuse et ses épaules étroites. Il n'avait pas non plus de charisme, de charme ou d'intelligence, des qualités qui peuvent rendre attrayant même le visage le plus simple et la silhouette la plus maladroite. L'épouse du roi, Marie d'Anjou, était une femme exceptionnelle à tous égards, une reine modèle qui a toujours soutenu son mari, l'encourageant à ne pas baisser les bras dans les moments les plus difficiles. Cependant, il n'y a jamais eu beaucoup d'amour et d'attirance entre Marie et Charles, bien que ce dernier ait rempli fidèlement ses devoirs conjugaux. En outre, plusieurs de leurs enfants étaient morts, ce qui a pu aliéner le couple. Charles et Agnès ont réussi à garder leur relation secrète, jusqu'à ce que la première grossesse d'Agnès devienne apparente. Agnès Sorel devient d'abord la première dame officieuse de France, puis la favorite officielle du roi. C'était une nouveauté, car les monarques français n'avaient jamais reconnu une de leurs passions comme favorite officielle. Agnès n'est pas du genre à accepter de rester dans l'ombre. Elle veut s'élever le plus haut possible, se sentir en sécurité et baigner dans l'immense affection de Charles VII. La reine doit alors mépriser sa jeune rivale, mais elle tolère stoïquement les frasques de son mari et garde la tête haute. Bientôt, Agnès est entourée de nobles et se lie d'amitié avec eux. Malgré sa beauté naturelle, elle en profite pour vivre dans l'extravagance et se rendre encore plus belle. C'est comme si elle n'avait jamais su ce qu'était la gêne. Agnès est devenue une pionnière des décolletés profonds. Elle n'aimait pas les robes à col montant et a donc commencé à exposer ses épaules et ses seins. Les vêtements et les bijoux d'Agnès étaient considérés comme honteux, mais Charles aimait tellement son apparence qu'il ne fit que rire lorsque l'archevêque de Reims conseilla au roi d'influencer le style de la favorite. Sa mode indécente est à la fois méprisée et imitée. Les décolletés profonds ne sont pas la seule nouveauté d'Agnès. Les très longs panaches de ses robes, garnis de fourrure, comme la zibeline, s'étirent dans son dos lorsqu'elle marche. Les colliers de diamants et de perles sont à la mode. Avec Agnès, Karl se sent jeune et apprécie énormément leur liaison. Sinon, il ne lui aurait pas permis de mener une vie aussi riche, libre et fabuleuse. Aucune de ses anciennes passions n'avait éveillé en lui autant de tendresse, d'amour et de désir. Lorsque la reine donne naissance à son quatrième fils en 1446, Charles cesse de remplir ses devoirs conjugaux. Agnès, qui partage constamment le lit du souverain, donne naissance à 3 filles, Marie, Charlotte et Jeanne. Charles reconnaît ses filles illégitimes, comme le nom de la famille Valois, et elles recevront d'importantes dots pour se marier à l'avenir. Agnès a influencé de nombreuses actions du roi, et certains de ses amis ont obtenu la faveur royale. Ils contribuèrent grandement aux réformes positives que Charles apporta à son royaume en 1440. Le monarque était généreux avec sa bien-aimée, il lui accordait des domaines féodaux, et il passait souvent du temps loin de la cour, au château de Loches. Agnès réveille chez le roi son véritable caractère. Auparavant, Charles VII pouvait se montrer énergique dans ses efforts pour accomplir quelque chose, mais parfois il manquait de détermination et hésitait. Ces qualités de caractère doivent être dues à ses nombreux malheurs d'adolescent, à ses problèmes familiaux et à la guerre contre les Anglais. Aucune trêve avec l'Angleterre ne garantit de nouvelles invasions, et une grande partie de la France est encore occupée par l'ennemi. Lorsque l'ordre est rétabli dans son royaume, Agnès le persuade de lui rendre la Normandie et d'autres terres. Au fil du temps, Agnès devient de plus en plus audacieuse. La reine Marie doit traiter Agnès avec respect et la saluer, comme elle salue les princesses. C'était humiliant, mais la reine ravala son ressentiment et obéit aux souhaits de son mari. Les chroniques rapportent qu'Agnès a été vue assise à côté du roi dans la salle du trône. Agnès concentre entre ses mains beaucoup de pouvoir financier et politique, mais son principal atout est l'amour du monarque et l'influence qu'il exerce sur Charles.
Pendant ces années de bonheur avec Charles, Agnès n'est reine que de nom. Ses frères rejoignirent la cour peu après son arrivée. Charles et Jean Sorel étaient attachés à l'administration du monarque depuis 1446. Les deux autres frères d'Agnès, arrivés plus tard, servaient dans la garde personnelle du roi. Agnès ne se rend pas compte que sa prodigalité a un effet très négatif sur l'opinion des nobles et des roturiers. La France ne s'est pas encore remise des épreuves de la guerre de 100 ans, et de nouvelles campagnes s'annoncent. Agnès convainc son amant de leur nécessité. Bien qu'Agnès ait manifestement profité du luxe de sa position, elle était connue pour sa gentillesse et sa charité. Pourtant, de nombreux courtisans la méprisent et l'envient. Le dauphin Louis, fils du roi, voue une haine farouche à sa favorite. Son comportement lui vaut de nombreuses censures. On raconte que son souverain la ménage trop. La relation de Charles avec Agnès se poursuit néanmoins, et son comportement ne change pas. Mais de plus en plus d'aristocrates critiquent Agnès. Elle avait peut-être pensé que sa générosité et son aide à la noblesse permettraient de fermer les yeux sur ses excès, mais elle s'est trompée. Agnès quitta la cour, malgré les demandes de Charles de rester, et se rendit à Loches, où il vint très souvent au cours de la dernière année de sa vie. Au début de l'année 1450, enceinte de son 4e enfant, elle voyage avec Charles VII pour le soutenir dans sa campagne contre les Anglais. Mais soudain, elle accouche prématurément d'une fille, et quelques jours plus tard, le 9 février, elle meurt avec la petite fille. Agnès Sorel n'avait que 28 ans. Le roi Charles est accablé par le chagrin d'avoir perdu sa bien-aimée et son nouveau-né. On a cru à l'époque qu'elle était morte de dysenterie, car elle en avait présenté les symptômes dans les derniers jours de sa vie. Mais en 2005, une équipe d'experts médico-légaux a examiné les os d'Agnès et y a trouvé suffisamment de mercure pour tuer 10 personnes. Les chercheurs ont déterminé qu'Agnès avait avalé le mercure 2 ou 3 jours avant sa mort, à peu près au moment où elle est tombée malade. L'empoisonnement au mercure a dû la tuer. Merci d'avoir regardé ce film.